Bonjour à tous et bienvenue en ce 6e et dernier webinaire, malheureusement, de restitution du projet ABAPIC. Donc ABAPIC pour accélération du biocontrôle et des agroéquipements pour la protection intégrée des cultures. Donc c'est un projet qui a été financé dans le cadre de France Relance. Vous pouvez voir le logo en haut à droite. C'est un projet qui est centré sur des freins méthodologiques pour le positionnement des produits de biocontrôle, mais qui peuvent être travaillés dans un temps court. En effet, le projet a duré 18 mois de 2021 à 2022 et il a mobilisé de nombreux partenaires techniques dont vous pouvez voir les logos ci-dessous. C'est un projet méthodologique qui s'est axé en 4 objectifs et pour le webinaire du jour, on est dans le cadre de l'objectif 2 qui était de développer et tester des méthodes d'étude des facteurs qui conditionnent le succès d'utilisation du biocontrôle avec aujourd'hui un focus sur les facteurs abiotiques. Vous pouvez voir ci-dessous les noms des intervenants aujourd'hui avec leur institut associé. Pour ce webinaire, donc 2 petites choses. Premièrement, ce webinaire sera disponible en replay sur la même page ACTA, sur le site ACTA sur laquelle vous êtes inscrit, et également sur YouTube, le compte YouTube ACTA. Et vous avez en bas de votre écran une petite boîte Q&R questions-réponses. On vous invite à poser vos questions tout au long des présentations et tout au long du webinaire. Nos intervenants prendront plaisir à y répondre par écrit, mais également on y répondra à l'oral à la fin des présentations. Voilà, sur ce, je laisse la main à Claire Vie pour vous introduire ce sujet. Merci Lola. Alors, je partage mon PowerPoint. Hop. Normalement, vous le voyez. Alors, du coup, pour ce webinaire, on s'est intéressé à un sujet particulier qui est les méthodes d'évaluation de l'impact des facteurs abiotiques sur l'efficacité des produits de contrôle. Donc, je vais vous faire une brève introduction sur ce que sont justement les facteurs abiotiques. Les facteurs abiotiques, ce sont des facteurs physico-chimiques qui peuvent influencer sur différentes choses. Les paramètres que nous avons étudiés dans le projet sont la température, l'hygrométrie, le pH, les UV et le lessivage. Mais il existe de très nombreux autres facteurs abiotiques. La liste n'est pas exhaustive, comme la composition chimique de l'eau, la pression atmosphérique, etc. Donc, j'ai positionné là sur la slide les facteurs abiotiques auxquels se sont intéressés les différents instituts impliqués dans cette action du projet. Donc, je ne vais pas les reciter. Et pour mettre en évidence, du coup, l'impact de facteurs abiotiques, il faut travailler en conditions contrôlées ou semi-contrôlées. Donc, ce sera des choses qui seront présentées dans la suite du webinaire. Et ensuite, dans un second temps, faire une validation terrain. Et là, voilà, c'est un peu plus aléatoire, c'est peut-être plus compliqué de mettre en évidence des choses au terrain, vu qu'il y a des multitudes de facteurs qui peuvent influer. Donc, quel est l'intérêt de travailler ce sujet? Donc, il est essentiel de savoir les conditions dans lesquelles un produit reste efficace à différents moments, donc au moment du développement d'un produit, pour bien connaître ses caractéristiques et pour pouvoir donner des conseils d'utilisation qui sont spécifiques au produit, ou pour, au cours du développement, revoir la formulation d'un produit si on se rend compte que dans certaines conditions, l'efficacité n'est pas bonne. Par exemple, en cas de… Voilà, si le produit ne résiste pas au lessivage, mais qu'il doit être utilisé au champ, la formulation peut être revue suite aux essais de lessivage. Et un produit est intéressant également à être utilisé, connaître les conditions qui favorisent la bonne efficacité du produit. C'est intéressant pour l'utilisation au champ, puisque ça permet d'adapter le positionnement d'un traitement en fonction du climat, de la météo et des différents facteurs abiotiques qui peuvent apparaître. Donc, pour cette première partie de webinaire, on va présenter des méthodologies en conditions contrôlées. Donc, je vais d'abord faire une présentation sur ce que nous avons réalisé à Végénov sur la tomate. Et ensuite, Pauline, désolée pour la petite faute de Végénère, va présenter ses travaux réalisés sur pommes de terre.
Donc, pour les travaux sur la tomate, je vais faire un focus sur l'étude de deux facteurs abiotiques qui sont le lessivage et les UV que nous avons réalisés en serre, en chambre de culture. Donc, pour ces essais, nous avons travaillé un pathosystème en particulier qui est Botrytis cinerea de la tomate. Et je présente ici le dispositif expérimental que nous avons utilisé. Donc, nous avons testé 2 produits de biocontrôle, l'un à base de bacillus, l'autre à base de trichoderma. Et le critère de sélection de ces produits, c'était d'avoir des produits qui présentaient des bonnes efficacités hors application d'un stress pour justement essayer de challenger le produit lorsqu'on applique un stress. Donc, on a réalisé des semis, des rempotages, des traitements à J0 au stade 3 feuilles. On a appliqué ensuite un stress abiotique et à J+2, on a inoculé les feuilles prélevées sur les plants avec botrytis, avec une notation de symptômes à J+7, entre J+7 et J+9. Et en parallèle de ces essais avec notation des symptômes, on a réalisé différents prélèvements pour essayer de comprendre et de suivre la concentration en micro-organismes de biocontrôle, donc des bacillus et trichoderma, au cours de l'essai. Donc, je vais vous présenter aussi ces résultats. Et la partie suivi de micro-organismes, c'est en lien avec un autre objectif du projet ABAPIC, l'objectif 1, où on a développé et validé des marqueurs pour le suivi des micro-organismes de type bacillus et trichoderma. Donc, pour l'application d'un stress, alors ici, ça marchera peut-être mieux avec la flèche. Alors ici, il y a une petite vidéo que vous allez voir qui présente la rampe de lessivage qui a été mise en place à Végénov et qui est ici utilisée sur des plants de tomates relativement jeunes, stade de 3 feuilles. Et on observe une pluie relativement dense, parce qu'on arrive à mimer jusqu'à 100 mm de pluie. C'est ce qu'on a fait dans nos essais. Et sur la droite, on voit une photo d'un essai qui montre comment sont positionnées les plantes pour les stress UVA à 100 et 0%. Donc, pour les résultats obtenus, voici un petit tableau qui présente les résultats. Je vais en présenter plusieurs. Ils seront toujours présentés de cette même façon, avec, lorsque les cases sont en vert foncé, des efficacités de protection des produits contre botrytis de la tomate, et lorsqu'ils sont en rouge, une perte du coup d'efficacité. Donc, on a testé à chaque fois un produit chimique conventionnel qui a maintenu relativement bien son efficacité. En revanche, on s'est rendu compte qu'en fonction des produits testés, l'efficacité pouvait varier. Donc, par exemple, pour le lessivage, on s'est rendu compte que le produit à base de bacillus décrochait au lessivage, que ce soit à 20 mm ou 100 mm, alors que le produit à base de trichoderma tenait bien. On a fait du coup un suivi des micro-organismes au cours de l'essai et avec des marqueurs spécifiques de la souche de bacillus. Donc là, on voit le graphe avec, là, il y a eu 3 points de prélèvement pour cet essai-là. Et on se rend compte que le suivi des micro-organismes est un petit peu compliqué. Les micro-organismes se comportent les prélèvements qu'on a réalisés sont assez hétérogènes et que même avant l'application d'un stress, la période de stress est ici représentée en jaune, il y a des différences de comportement des micro-organismes sur les feuilles prélevées et que à l'issue de l'essai, la présence des micro-organismes est quasi nulle dans l'ensemble des modalités, que ce soit les modalités traitées ou non traitées, stressées ou non stressées avec le lessivage. Donc, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas forcément une corrélation entre la présence des micro-organismes en fin d'essai et l'efficacité du produit. Et sur trichoderma, on était relativement déçus. Sur l'ensemble des prélèvements qu'on a réalisés, on n'a pas eu de détection du micro-organisme. Donc, ça remet en question la validité des marqueurs utilisés pour les suivis de trichoderma.
Pour les stress UVA, on a observé aussi des différences entre les produits. Le produit à base de bacillus qui avait l'air de mieux tenir les UVA, et les produits à base de trichoderma qui décrochaient. Alors là, pour le suivi des micro-organismes, c'est encore relativement chaotique. On se rend compte qu'au moment du stress, il n'y a pas forcément une diminution du micro-organisme de façon plus spécifique sur le produit traité. Donc, le suivi. On se rend compte en revanche que lorsque le produit a été appliqué, on en détecte, mais à des concentrations pas forcément logiques par rapport aux résultats d'efficacité. Pour les traitements avec UVB, là, le traitement était beaucoup plus... L'impact de ce facteur-là était beaucoup plus important, puisqu'on perdait totalement l'efficacité sur le produit à base de trichoderma, alors que le produit à base de bacillus maintenait quand même une efficacité relativement bonne. Et on s'est rendu compte aussi que les traitements à base d'UVB étaient relativement impactants pour les feuilles. On a dû baisser à 10%, et même à 10%, on observait sur les feuilles traitées à l'eau des différences de coloration des feuilles en fonction des UV, ou avec des UVB qui noircissaient un petit peu les feuilles. Donc, on a également travaillé d'autres facteurs. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails sur ces autres facteurs qui ont été étudiés à Vegenov, comme la température, le pH, l'humidité, avec des différences de comportement en fonction des produits. Et là aussi, pour le suivi des micro-organismes, des résultats relativement chaotiques, difficiles à corréler à l'efficacité in fine observée sur les plants de tomates. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que sur notre dispositif de lessivage, nous avons obtenu un dispositif qui était opérationnel, qui permettait de mettre en évidence des différences entre produits et l'impact du lessivage sur certains produits. Donc, l'intérêt était vraiment marqué pour ce dispositif. Nous avons obtenu des essais concluants sur la tomate, mais à tester sur d'autres espèces végétales. Peut-être qu'il ne sera pas adapté à toutes les espèces végétales. En ce qui concerne les dispositifs UVA, UVB, ils sont également opérationnels, mais le dispositif UVB est actuellement en maintenance puisqu'il ne fonctionnait plus à la fin des essais, il devait être révisé. Donc, on ne peut pas relancer tout de suite des essais UVB. En revanche, on s'est rendu compte que les outils UVA, UVB pouvaient avoir des impacts modérés à forts sur les produits. Donc, l'intérêt de tester l'impact des UV est également plutôt fort. Il a été testé uniquement pour l'instant sur tomates, donc à tester sur d'autres espèces végétales, et également, pour aller plus loin, tester l'impact d'une combinaison d'UVA plus UVB. Et pour les autres dispositifs que nous avons testés, donc la température, le pH, les dispositifs sont opérationnels et l'intérêt est fort ou moyennement fort à très fort. Le pH, il y a un intérêt un petit peu moins fort. Et pour l'hygrométrie, nous avons obtenu pour l'instant des résultats qui n'étaient pas forcément réguliers et cohérents par rapport à ce qu'on attendait. Donc, on est en train de réfléchir à améliorer le dispositif pour tester l'hygrométrie. Et en ce qui concerne le suivi des micro-organismes de biocontrôle, donc, on a pour l'instant du recul uniquement sur un produit à base de bacillus, donc c'est compliqué de faire des généralités. Mais pour l'instant, sur les essais menés et sur le produit à base de bacillus, il est difficile de faire le lien entre l'efficacité et la présence des bactéries. Donc, ce qu'on a retenu en positif sur le suivi des micro-organismes, c'est qu'on avait une absence de détection dans les modalités non traitées avec les bacillus. Donc, les témoins étaient bons. Et dans les modalités traitées, on avait une détection avec des différences de concentration en fonction des points. Donc, c'était entre guillemets cohérent sur ce point de vue-là. En revanche, pas forcément cohérent par rapport à l'efficacité. Donc, on se demandait s'il y avait une réelle installation des bactéries ou si c'était plutôt l'activité des métabolites secondaires qui étaient présents initialement dans la bouillie, pour lequel il y avait une petite rémanence de ces métabolites secondaires qui expliquaient l'efficacité de protection malgré l'absence de développement des bactéries. Et on se demandait si le suivi réalisé correspondait vraiment à ce qui s'était passé en réalité, ou bien s'il y avait aussi d'autres biais méthodologiques, par exemple une hétérogénéité de répartition des micro-organismes en fonction des feuilles. Peut-être qu'il aurait fallu qu'on fasse plus de prélèvements,
qu'on fasse plus de points cinétiques pour vraiment éliminer éventuellement les biais de la méthodologie utilisée. Et pour trichoderma, comme on n'a pas pu avoir de détection sur l'ensemble des prélèvements, il faut qu'on résolve ce problème, éventuellement qu'on travaille d'autres marqueurs, puisque c'était assez étonnant parce que le produit testé seul, non appliqué sur plante, il était bien détecté avec le marqueur, mais lorsqu'on l'applique sur plante et qu'on essaye de détecter, on ne détecte plus. Donc voilà, il y a quelque chose à retravailler là-dessus. Donc ces travaux, voilà, en ce qui concerne le suivi des micro-organismes, ça montre voilà, que ce n'est pas si simple que ça, qu'il y a probablement du développement méthodologique à poursuivre pour essayer d'optimiser le suivi des micro-organismes, essayer de mieux comprendre comment se comportent les micro-organismes et quels sont leurs devenirs sur les plants, et d'essayer de corréler l'efficacité de protection avec le développement des micro-organismes, ou au contraire uniquement peut-être les métabolites secondaires qui sont présents dans la bouillie. Donc voilà pour ma présentation. Je vais laisser la parole à Pauline qui va poursuivre sur les pommes de terre. Donc, bonjour à tous, Pauline de Wagner, donc Innov3PT. Je suis basée à Achicourt dans les Hauts-de-France. Et donc, pour ce webinaire, je vais vous présenter un petit peu l'impact de la température sur la survie dans le sol et l'efficacité du Bacillus QST 713 sur pommes de terre. Donc, juste en introduction, donc le Bacillus QST 713, c'est le micro-organisme qui est dans le produit Rhapsody, ou alors sur d'autres cultures, il peut être nommé aussi sérénade. Donc, c'est une bactérie qui a été isolée, donc d'après la biblio, été isolée d'un sol d'un verger bio de pêche en Californie. Donc, juste cette petite précision, parce que les conditions climatiques en Californie ne sont pas forcément les mêmes que les conditions en France, d'où justement cette étude sur les facteurs abiotiques. Donc, c'est un produit qui est homologué en pommes de terre, mais qui est homologué aussi sur d'autres cultures. Et il peut être efficace contre un large spectre de pathogènes, dont ici au niveau de la pomme de terre, sur Rhizoctonia solani, donc le rhizoctone brun. Et donc, ce Bacillus QST 513 peut avoir plusieurs modes d'action. Donc, la compétition spatiale et nutritionnelle, mais aussi tout ce qui est production de métabolites secondaires d'intérêt, qui pourraient être antifongiques, mais aussi stimulateur de défense des plantes, ou alors il peut créer des biofilms. Donc justement, pour avoir tous ces modes d'action, il faut bien que la bactérie soit présente dans le milieu où on l'a mis. Donc ce produit est appliqué, en tout cas en pommes de terre, en raie de plantation, directement dans le sol au moment de la plantation. Il n'y a qu'une application au moment de la plantation. Donc à l'heure actuelle, les résultats d'efficacité sont peu satisfaisants en culture de pommes de terre. Et donc on s'est posé la question si parmi les facteurs abiotiques, la température pourrait avoir un impact justement sur l'installation et sur l'efficacité de cet agent de biocontrôle. Donc pour ça, on a voulu connaître un petit peu mieux le Bacillus QST 713. Donc on a commencé par des petites manips in vitro au laboratoire, donc pour regarder un petit peu sa cinétique de croissance à deux températures différentes. Alors on a sélectionné 27 degrés parce que c'est la température optimale de croissance des bactéries en conditions contrôlées. Et on a également choisi une température plus froide, 15 degrés, qui pourrait correspondre à une température de sol que l'on pourrait retrouver, en tout cas en France, en moyenne dans les sols. Donc, voici la cinétique du Bacillus QST 713 à 27 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'à partir de 24 heures, on a une croissance importante de la bactérie qui se stabilise ensuite et qui décroît ensuite jusqu'à 7 jours. Si on fait exactement la même chose à 15 degrés, on voit qu'on a un retard, en tout cas, de la multiplication de cette bactérie d'au moins 3 jours. Ensuite, elle se multiplie pour atteindre sa phase stationnaire et ensuite décroître. Donc, parallèlement à ça, on a voulu regarder si elle produisait des métabolites secondaires. Donc, c'est-à-dire que quand la bactérie se multiplie, dans le surnageant de culture, elle peut produire des métabolites secondaires d'intérêt qui pourraient en tout cas être efficaces contre les champignons. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à partir justement de ces cultures bactériennes, on est venu centrifuger à différents temps et filtrer les cultures bactériennes pour ne récupérer que le surnageant de culture sans les bactéries, et on les a mis en contact avec notre pathogène, donc ici le rhizoctone. Donc, voici quelques photos voici une photo que j'ai pu mettre en tout cas de mes tests.
Donc, en rouge, vous pouvez voir une croissance du rhizoctone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de production de métabolites secondaires d'intérêt de part de la bactérie. En vert, on a une inhibition totale de la croissance du rhizoctone en milieu de culture. Et on peut avoir un résultat un petit peu intermédiaire avec un effet fongistatique, c'est-à-dire qu'on a un retard de développement du rhizoctone, mais ensuite, il finit quand même par se développer. Donc, on a fait exactement ça tout au long de la cinétique de croissance de notre bactérie aux 2 températures. Et on a pu constater en tout cas qu'à 27 degrés, à 24 heures, on avait déjà production de métabolites secondaires, mais pas en concentration assez importante pour inhiber totalement notre champignon. Par contre, à 48 heures et les temps suivants, c'est-à-dire 6 jours et 7 jours, on a pu voir une inhibition complète de notre rhizoctone et un effet fongicide, puisque même quand on l'a remis dans un milieu de culture sans le surnageant, il n'y a eu aucune croissance de notre champignon. On a fait la même chose à 15 degrés. À 15 degrés, pendant les premières 48 heures, on n'a eu aucune production de métabolites secondaires d'intérêt, puisque la bactérie n'était pas présente. Qui dit bactérie absente dit non-production de molécules d'intérêt. Donc, le rhizoctone a bien poussé. Et on a pu constater à 6 jours et 7 jours qu'on avait un effet plutôt fongistatique, donc avec un retard de croissance du rhizoctone, mais ça n'a pas permis d'inhiber totalement sa croissance, comme on a pu le constater à 27 degrés. Donc, in vitro, la température joue un rôle important sur la croissance de la bactérie, mais aussi sur la production de métabolites secondaires d'intérêt. On a pu voir aussi que la phase de croissance de la bactérie était aussi importante, et on a pu voir aussi que la densité bactérienne jouait un impact aussi important. Et bien sûr, tout ça a été fait en milieu liquide nutritif très favorable au développement de la bactérie. Donc, pour poursuivre, on a voulu évaluer la même chose, mais cette fois-ci, en conditions contrôlées, en phytotron. Et donc, on a voulu tester ça sur des plantes en pot où on avait un témoin non traité. La référence chimique en traitement de plants contre le rhizoctone brun, c'est le Céleste. Ensuite, un traitement en application sol qui est l'Amistar. Et enfin, notre produit testé, le Rhapsody. Donc, ce sont pour l'Amistar et le Rhapsody un traitement en application sol, alors que pour les Célestes, on est un traitement sur le plant directement. Parallèlement à ça, on a ajouté quelques pots avec une bactérie qu'on connaît bien, nous, ici au laboratoire, et on sait en tout cas qu'elle se multiplie bien sur pommes de terre. Donc, on a fait ça sur la variété Universa qui présentait des sclérotes sur le tubercule mère. Donc, on a évalué 2 températures, 15 degrés et 27 degrés, comme en culture in vitro. On avait 15 répétitions et on est venu faire des prélèvements de sol à peu près tous les 7 à 15 jours pour venir suivre la bactérie dans le sol. Donc, au niveau des notations, on a fait un suivi de l'agent de biocontrôle. Donc, ce suivi de l'agent de biocontrôle a été fait grâce à des marqueurs que nous avons développés dans le cadre de l'objectif 1 du projet d'ABAPIC. Et ensuite, en fin d'essai, on est venu regarder les symptômes sur la descendance. Donc, au niveau des suivis de l'agent de biocontrôle dans le sol, donc ici, vous pouvez voir le graphique de la cinétique, en tout cas d'installation et de suivi du Bacillus QST 713 dans le sol. Donc, en bleu, c'est la cinétique à 15 degrés et en orange, la cinétique à 27 degrés. Donc, on constate que dès le départ, à T0, on avait bien présence de la bactérie, en tout cas dans les modalités traitées. Je n'ai pas mis ici les modalités témoins, mais aucune détection n'a pu être faite dans la modalité témoin. Donc, que ce soit à 15 degrés ou à 27 degrés, la quantité de bactéries à T0 était la même. Et ensuite, on constate qu'il y a une baisse de la densité, en tout cas bactérienne, au cours du temps, que ce soit à 15 degrés ou à 27 degrés. On avait fait un suivi également d'une bactérie qu'on connaît bien, nous, ici au laboratoire. On sait qu'elle se maintient bien sur pomme de terre, donc dans la rhizosphère de la pomme de terre. Et on constate ici, en tout cas, on l'a mis exactement à la même dose que le bacillus. Donc ici, c'est un pseudomonas. Et on voit en tout cas ici qu'on a une augmentation de la présence de cette bactérie sur culture de pommes de terre et elle se maintient, elle, jusqu'à la fin de l'expérience. Donc, la température ici ne paraît pas jouer un rôle important dans la survie et le maintien des populations. Par contre, on peut se poser la question de la capacité du Bacillus QST 713 à s'installer dans la rhizosphère de la pomme de terre versus une autre bactérie qui, en tout cas, avait été isolée à partir de rhizosphère de pomme de terre. Donc, au niveau de la notation d'efficacité sur la descendance, donc ici, vous pouvez voir le graphique avec l'indice de gravité de la maladie, donc la présence de sclérotes à la surface des tubercules fils, donc à 15 degrés et à 27 degrés.
Donc, on constate que l'indice de gravité est plus important à 15 degrés qu'à 27 degrés, mais ça, on le sait, hein, c'est très connu de la biblio et même sur le terrain. Quand les conditions sont plutôt fraîches, le rhizoctone se développe en tout cas de manière plus forte que lors des températures plus chaudes. On voit qu'on a une bonne efficacité des références chimiques, ce qui valide un petit peu notre pathosystème. Par contre, on ne voit aucun effet de la bactérie de biocontrôle sur la sclérosisation du rhizoctone en fin d'expérimentation. Donc, voilà. Donc, on peut se poser la question de savoir est-ce que la concentration, en tout cas en bactéries dans le sol, est assez importante pour lutter contre le rhizoctone? Est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle est réellement présente ou est-ce qu'elle est sous forme d'endospore? Des questions encore qui restent en suspens. Donc, au niveau des conclusions, donc, in vitro, la température joue un rôle important dans la croissance et l'activité métabolique de la bactérie. In vivo, en tout cas, dans nos conditions expérimentales, on a vu peu d'impact de la température. Mais voilà, on était dans un substrat qui était quand même complexe, qui est le sol, hein, et en présence justement de la pomme de terre, contrairement à l'in vitro. Donc le Bacillus QST 713, il est détecté à des niveaux bas de population, en tout cas dans le sol rhizosphérique, en présence de pommes de terre. La bactérie est présente, mais est-elle métaboliquement active ou est-elle sous forme d'endospore? On sait en tout cas que dans le produit, elle est sous forme d'endospore justement pour mieux se conserver. Donc, est-ce que finalement, elle ne se multiplie pas en contact de la pomme de terre? Et est-ce que justement, voilà, est-ce que la bactérie est adaptée à la rhizosphère de la pomme de terre? Donc, voilà pour moi, encore pas mal de questions en attente. Les facteurs abiotiques peuvent jouer un rôle, mais c'est vrai que dès qu'on arrive dans des conditions un peu plus complexes, les conclusions sont un peu plus difficiles à donner. Donc, je vais laisser la main à Nicolas qui va faire la suite du webinaire sur justement de la méthodo en conditions semi-contrôlées. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais prendre la suite pour tout ce qui va être la mise en place de méthodologie en conditions semi-contrôlées. Donc, pour me présenter rapidement, je suis Nicolas Formé, je travaille au CTIFL sur le centre de Balandran à côté de Nîmes et j'ai en charge les expérimentations maladies ravageurs sur les fruits à noyaux. Et donc, dans le cadre du projet ABAPIC, on a mis en place un dispositif sous tunnel pour évaluer deux facteurs, donc le lessivage et l'hygrométrie, et ça a été fait en parallèle avec l'IFV où les deux étaient présents, les deux ITA étaient présents sur le même site. Donc, on est parti d'un constat. Donc, on est parti du constat que l'efficacité des produits de biocontrôle, elle pouvait être variable en fonction des conditions au moment de l'application et dans les heures suivant les applications. Donc, ce qui nous a décidé à pas forcément réaliser ces essais sur le terrain, où est-ce qu'on pouvait donc être exposé à ces facteurs, et donc créer un dispositif qui s'affranchit des facteurs abiotiques pour essayer de les maîtriser, et donc de voir leur effet sur l'efficacité des produits. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi des conditions semi-contrôlées. Donc, pour le choix du dispositif, on a pris des structures qui étaient présentes donc, sur le centre CTIFL de Balandran. Donc, c'était des bitunnels. Donc, il y a un bitunnel qui a été utilisé par le CTIFL et un bitunnel juste à côté qui a été utilisé par l'IFV et dont le dispositif est assez similaire. Et c'est pour ça que je vais faire une présentation globale de comment ont été construits ces deux dispositifs. Donc, pour avoir quelques informations sur ces bitunnels, donc ils ont une orientation qui est nord-sud. Comme on peut le voir sur la photo, il y a deux chapelles donc, qui ont chacune une largeur de 8 mètres sur une longueur de 52 mètres. Et il y a des ouvrants, comme on peut le voir un petit peu sur le haut de la photo, le haut des chapelles, un ouvrant par chapelle qui est continu sur l'ensemble de la longueur de la chapelle. Donc, une fois que la structure elle a été sélectionnée, donc on a regardé pour son agencement. Donc, vous allez le voir sur les diapos suivantes, il y a des photos et des graphiques pour que ce soit un peu plus visuel. Mais là, pour expliquer ce qu'on a fait donc pour le tunnel de l'UFV et celui du CTIFL qui sont divisés de la même manière, il y a eu une division en 4 compartiments avec des séparations avec des bâches assez épaisses pour créer des conditions par compartiment, avec 2 compartiments du nord qui sont équipés avec de la brumisation pour le travail sur l'humidité relative, et les 2 compartiments du sud qui, eux, sont équipés avec des asperceurs pour l'impact du lessivage sur les produits. À savoir que dans chaque compartiment, il y a eu aussi un équipement en capteur météo. Donc, chaque compartiment avec une station météo qui permettait d'avoir la température, l'humidité relative,
l'humectation foliaire et également le rayonnement solaire. Donc là, c'est pour l'aménagement global. Donc, là, c'est un plan du tunnel. Donc là, c'est le plan qui est utilisé pour le tunnel du CTIFL, mais pour l'IAV, il y a peu de choses qui vont être modifiées. Donc, comme on peut le voir, la séparation, comme je l'ai dit précédemment, en 4 compartiments, avec les 2 au nord plutôt avec de la brumisation et les 2 aussi avec l'aspersion. À savoir aussi qu'il y a ce que vous voyez avec les points jaunes, sont des boîtiers de contrôle de tunnels qui nous permettent de contrôler la brumisation. Donc, c'est pour ça qu'ils sont placés dans les 2 compartiments de brumisation, mais également l'ouverture des ouvrants pour éviter des excès de température dans les tunnels. Donc, maintenant, vous avez quelques photos qui est pour un peu plus le côté visuel des choses. Donc, sur la gauche en haut à gauche, pardon, vous pouvez voir donc, le système de brumisation qui a été mis en place dans le tunnel et en bas à gauche, les asperceurs. Donc, comme on peut le voir pour l'asperceur, donc il y a un tuyau qui a été mis en place. C'était lors des tests qu'on a fait, on s'est rendu compte que pour une meilleure homogénéisation de la pluie et éviter d'avoir des biais dans nos résultats, placer un tube rigide permettait de maintenir bien droit l'asperceur et donc une meilleure homogénéisation de la répartition de la pluie. Ensuite, sur la photo du centre, on peut voir, donc là, c'était pour le tunnel avec les abricotiers en pot. Donc là, les abricotiers ne sont pas encore présents, mais c'est pour un peu montrer la structure. Donc, où est-ce qu'on on avait 2 lignes de 6 arbres. Et on peut voir la station météo et la séparation avec les bâches qui sont du sol au plafond. Là, on ne le voit pas forcément, mais ça va jusqu'en haut du faîtage pour essayer de garder les conditions et créer des conditions différentes entre les compartiments. Et donc, sur la droite, une photo un peu plus zoomée sur le matériel de météo dans les plants de vigne. Et ensuite, pour avoir le côté du tunnel de l'IAV, donc c'est les mêmes dispositifs en termes de brumisation et d'aspersion et des boîtiers météo qui ont été utilisés. Et là, c'est pour avoir un aspect plus visuel de la disposition dans le tunnel, donc où on voit qu'avec il y a plus de rangs de vignes qui ont pu être placés de par la structure des plantes. Et on voit au moment où ça a été planté avant que les vignes débourrent et ensuite quand c'est en phase de croissance avant les essais. Donc, pour la gestion des facteurs abiotiques, parce qu'une fois qu'on a mis en place les différents critères, l'outillage des tunnels, on voulait voir pour la gestion des différents facteurs. Donc, il y a eu d'abord la gestion pour tout ce qui va être pardon, ce n'est pas les asperceurs, c'est les brumisateurs. Donc, c'est une gestion qui est automatique, comme je l'ai dit précédemment, avec les boîtiers. Donc, pour cette gestion automatique, on a choisi différents facteurs pour les enclenchements. Donc, pour ces facteurs, on a l'hygrométrie seuil, c'est-à-dire c'est l'humidité à partir de laquelle la brumisation va s'enclencher si on passe en dessous. Par exemple, si on fixe à 70% d'humidité relative, qu'on est à 65, le système de brumisation va s'enclencher automatiquement pour réaugmenter et maintenir les conditions de nos essais. Il y a aussi eu de fixer l'heure de mise en marche et de l'arrêt total de la brumisation, donc qu'elle fonctionnait du lever du soleil au coucher du soleil. La durée d'une période de brumisation, parce que c'était pas pour éviter aussi un mouillage trop important des cultures, il y avait des périodes de brumisation, donc en fonction des seuils qu'on fixait. Souvent, dans le cas en tout cas des tunnels pour les abricotiers, la durée d'une brumisation, c'était 10 secondes. Donc, on partait sur 10 secondes de brumisation et l'intervalle entre 2 brumisations qui là aussi variait en fonction de l'hygrométrie souhaitée. Et donc, dans le cas du tunnel pour les abricots, on avait 10 secondes de brumisation toutes les 2 ou toutes les 5 minutes, en fonction des seuils qu'on souhaitait. Dans le cadre de l'aspersion, par contre, elle était, pour l'instant, on l'a gérée manuellement, c'est-à-dire avec enclenchement des pompes, avec des électrovannes qu'on enclenchait sur le temps défini pour qu'on souhaitait, pour avoir le lessivage. Mais il y a des possibilités de l'automatiser. Donc, pour l'instant, ça n'a pas été fait, mais il y a aussi une possibilité d'automatisation, ce qui faciliterait la réalisation des essais. Donc, une fois que, on y va comme par étapes dans ces méthodologies d'évaluation, et une fois que tout est assez bien en place, on a fait, pour définir les différentes étapes de réalisation des essais, on a réalisé des tests, donc des tests sur l'hygrométrie pour voir jusqu'à quand
le temps nécessaire pour avoir les facteurs qu'on souhaite, et le lessivage, le temps nécessaire pour le lessivage pour avoir les volumes de lessivage souhaités. Et ces pré-tests nous ont permis d'avoir des points de vigilance pour s'assurer de la fiabilité des systèmes et des résultats qui sont ressortis. Très rapidement, pour les essais mis en place, donc du côté CTFL avec des abricotiers en pot, on a travaillé sur le Bacillus subtilis avec un travail sur l'humidité relative, et l'impact du lessivage sur l'huile essentielle, avec de l'huile essentielle, et sur vignes, donc ça va être un peu plus développé par Caroline juste après, l'impact de l'humidité relative et du lessivage sur l'induction de défense des plantes. Et donc, pour conclure très rapidement, il y a quand même des marges d'amélioration pour le côté brumisation, où il y a eu quelques difficultés, alors que la méthodologie pour le lessivage, elle est maîtrisée et qu'on peut imaginer d'autres moyens de fonctionnement avec des fractionnements des apports, augmenter ou réduire le débit pour avoir les impacts d'une forte pluie, mais courte, ou d'une faible pluie sur la longueur. Donc voilà pour la présentation du dispositif, et vous allez voir plus en détail maintenant avec Caroline comment ça a été mis en place pour le côté vigne sur les résultats d'essai. Oui, excusez-moi, j'avais perdu le son. Bonjour à tous, désolée. Alors, Caroline Goutsoulard, donc moi, je suis chargée de projet expérimentation à l'Institut français de la vigne et du vin, et plus particulièrement sur l'évaluation des solutions de biocontrôle, entre autres. Et donc là, je vais vous présenter un petit peu les résultats, on va dire, issus des travaux qu'on a menés dans les tunnels qui ont été présentés par Nicolas, et les méthodologies, justement, des facteurs halieutiques qu'on a évalués sur vigne. Alors, on est parti de deux questions scientifiques que je vais repasser très vite. Donc, l'hygrométrie a-t-elle un impact sur l'efficacité et la rémanence des produits de type stimulateur de défense des plantes? Et est-ce qu'un lessivage modéré après une application d'un SDP de 10 mm a un impact aussi sur l'efficacité et la rémanence des SDP? Donc, on a utilisé en fait en indicateur principal les indicateurs d'induction des voies de défense, l'induction notamment de 7 gènes des voies de défense des plantes, avec les puces QPFD et notamment les cartes FTA avec notre partenaire Vigipolis Vallée. Donc là, c'est quelques photos qui sont de comment prélever et conserver notre ARN qui va être analysé par la suite par le laboratoire. Alors, en termes de produits et candidats et des modalités d'essai, donc on avait deux stimulateurs de défense des plantes qu'on a sélectionnés. Donc, un produit à base de Kosoga et un produit à base de Bacillus amélolyquefasciens. Deux types de protocoles. Donc, pour l'essai hygrométrie, on a choisi de faire 2 applications à 7 jours d'intervalle. Et pendant cette application, 48 heures avant l'application et 24 heures après l'application, de maintenir une brumisation, on va dire, forte, avec un objectif de 80% dans le compartiment hygrométrie maximale, et un compartiment avec une hygrométrie normale, minimale en fait. Donc là, j'ai mis très rapidement les hygrométries sur les 3 jours qu'on a réussi à avoir dans nos 2 compartiments. Donc, on a des différences en moyenne de 15 à 20% d'écart entre nos 2 compartiments hygrométrie. Donc, ce n'est pas énorme, hein, mais une des limites qu'on a trouvées aussi dans les compartiments hygrométrie minimale, c'est que on a des hygrométries qui ne sont pas forcément très faibles dans nos tunnels de base. Pour l'essai lessivage, donc, on est parti aussi sur 2 applications à 7 jours d'intervalle de nos produits, avec un lessivage de 10 mm 4 heures après le premier traitement, la première application, ou sans lessivage du tout. Alors, ça, donc, c'est nos résultats issus de l'induction des voies de défense. Donc, on avait 2 cépages à l'étude, un cépage résistant, donc le floréal, et un cépage dit sensible, le sauvignon. Donc là, c'était pour regarder sur toutes nos modalités témoins, donc sans application de produits de biocontrôle, mais comment réagissait de base l'induction des voies de défense en hygrométrie faible et en hygrométrie plus forte. Alors là, c'est 50, mais en fait, c'est mini et maxi, on va dire. Donc, ce sont des études qui sont comparatives. Hein, donc, on compare en fait l'induction des voies de défense. Ici, on a comparé au calibrateur de la modalité floréale, cépage résistant
en hygrométrie minimale. Donc là, ce qu'on peut constater, c'est que de base, à cette période-là, donc là, les essais ont été faits à la mi-mai, le floréal, donc à gauche, induit naturellement plus ces défenses que notre cépage Sauvignon, ici sensible, où vous voyez que la barre du milieu, qui est la barre rouge, là, c'est une induction de 0. Tout ce qui est situé au-dessous de 0, on est plutôt sur des gènes qui sont réprimés, on dit réprimés, donc pas forcément induits, justement. Et au-dessus de 0, on est sur de l'induction des voies de défense. Donc, clairement, déjà de base, les cépages réagissent différemment à l'induction, et d'autant plus si on est en hygrométrie minimale ou hygrométrie maximale. Il y a une tendance, en fait, à ce que une augmentation de l'hygrométrie à 80% induise déjà naturellement une induction des voies de défense. Ensuite, on a fait nos applications, donc des protocoles que je vous ai présentés juste avant, donc avec notre produit à base de Kosoga et de Bacillus. Donc sur le floréal, ici, on constate qu'en fait, on a plutôt des répressions en forte hygrométrie, là, ici, en hygrométrie maximale. En hygrométrie normale, déjà de base, les cépages ont peu réagi, on va dire, à l'induction des voies de défense, que ce soit avec le Kosoga, un petit peu plus avec le Bacillus, on a du positif ici. Par contre, voilà, dès qu'on passe en hygrométrie maximale, on est plutôt sur des répressions des gènes, contrairement à ce qu'on pouvait, contrairement à l'induction qu'on cherche avec ces produits-là. Et pour le Sauvignon, donc en hygrométrie normale, ici, on voit des inductions, que ce soit avec le Kosoga ou le Bacillus. C'est assez léger avec le Kosoga, un peu plus fort avec le Bacillus. Et par contre, dès qu'on passe sur des conditions d'hygrométrie un peu plus fortes, on a des répressions visibles avec le produit à base de Kosoga et même des répressions aussi avec les produits à base de Bacillus. Donc ici, il semblerait qu'effectivement, des fortes hygrométries, en tout cas des hygrométries même à 15-20% de différence, diminuent l'induction des voies de défense qu'on peut observer sur ces cépages-là. Ensuite, pour les lessivages, alors on avait toujours nos 2 cépages à l'étude. On a fait le même type d'analyse. Donc ici, vous avez le graphique des inductions des voies de défense sur nos modalités témoins avec et sans lessivage, pardon. Donc comparé à notre calibrateur floréal sans lessivage. Donc là, ce qu'on constate, c'est que il n'y a pas vraiment de. On remarque une induction uniquement de la protéine PR3 qui serait liée ici au lessivage. Vous voyez là, la protéine PR3, c'est le gène qui est en orange ici. Et en fait, c'est le seul gène qui vraiment est induit quand on applique un lessivage. Sur les autres gènes, finalement, il n'y a pas vraiment de. Pour le moment, on n'observe pas de tendance particulière. Donc, on a fait le même exercice ici, donc sans lessivage à gauche, avec lessivage à droite. Donc, on va commencer par le Sauvignon, c'est un petit peu plus parlant. Donc, ici, vous avez une induction qui est quand même assez visible avec le Kosoga et le Bacillus par rapport aux témoins ici, sans lessivage. Et par contre, dès qu'on a 10 mm donc de lessivage après la première application, je reviens bien là-dessus, on a des répressions des gènes avec le Kosoga. Et pour le Bacillus, on a toujours une petite induction, notamment avec le gène de la protéine PR3. Par contre, les autres gènes qui étaient induits sans lessivage sont plus induits ici, dans ce cas-là, voire même réprimés. Pour le floréal, c'est un petit peu différent parce que déjà de base, avec le Kosoga, on n'avait pas forcément d'induction visible. On remarque une répression un peu plus forte avec un lessivage, mais étant donné qu'on n'avait pas d'induction avant, c'est difficile de conclure. Et pour les bacillus, c'est un petit peu différent. Donc là, on observe une induction sans lessivage. Et avec lessivage, on observe toujours cette induction. On n'a qu'un seul gène qui est réprimé dans les 2 cas, mais globalement, on a quand même toujours une induction de ce produit-là sur ce cépage-là.
Donc, en première conclusion, hein, à l'issue de ces résultats, déjà, ces résultats ils nous ont permis de valider quand même les méthodologies qui vous ont été présentées juste avant. Donc, même si, notamment sur la méthodologie hygrométrie, comme l'a dit Nicolas, elle reste encore à perfectionner. On constate qu'on a quand même une induction naturelle des défenses avec un stress abiotique, sans même application de produits de type stimulateur de défense. Donc, ils sont réceptifs aussi aux conditions environnementales et ça peut déclencher de l'induction naturelle des défenses. De par nos travaux, dans nos contextes, il semblerait qu'une forte hygrométrie diminue la réceptivité de nos 2 cépages en test au SDP et que sur le Sauvignon, ici, dans nos essais, un lessivage de 10 mm après une application de nos SDP diminue la réceptivité des 2 candidats qu'on a sélectionnés. Donc, bien sûr, hein, on a besoin de reproduire les essais, de les renforcer pour avoir observé des conclusions, on va dire, de plus en plus fortes. Également avec des essais où on appliquerait, on va dire, on ferait plus de traitements SDP, puisqu'on a remarqué dans nos essais hein, qu'on a des inductions qui sont encore plus fortes après 3 applications. Donc là, c'est vrai qu'on s'est limité à 2, mais peut-être qu'on aurait vu plus de choses si on était allé jusqu'à 3. Donc voilà, c'est à renforcer, bien entendu, le but étant à la base de valider nos méthodologies d'essai. Et donc, on voit qu'effectivement, on a quand même un impact des facteurs abiotiques qui peut jouer son importance dans la réussite de nos produits de biocontrôle et qui est variable selon les produits et selon les cépages. Ici, on a observé 2 cépages qui n'allaient pas forcément dans le même sens. Alors, en conclusion générale, hein, voilà, les facteurs abiotiques, comme vous l'avez compris à travers toutes nos présentations, c'est quand même assez complexe à analyser. Qu'on a un impact de ces facteurs dans la réussite de nos produits, mais qui peut être différent en test en laboratoire in vitro, in vivo ou même derrière in campo, hein, plein champ. Que la force de ce projet, ça a été quand même de développer des dispositifs et des méthodologies qui aujourd'hui sont quand même opérationnelles, même si parfois on observe certaines limites et qu'il faut qu'elles continuent à être renforcées. Et puis, notamment, l'importance de continuer tous nos travaux et d'aller aussi probablement vers la combinaison de certains facteurs, hein, puisque là, on a travaillé sur des facteurs abiotiques de façon monofactorielle, mais on pourrait envisager des combinaisons de facteurs, température, hygrométrie, qui pourraient aussi être observées et qui pourraient avoir leur importance. Voilà, je crois qu'on a dépassé un petit peu le temps, donc merci à tous et puis laisse place aux questions. Merci Caroline. Alors on vous laisse, donc il y a un certain nombre de questions hein, qui ont été posées tout au long du webinaire. Il y a eu majoritairement des réponses écrites, donc on vous laisse en rajouter certaines questions si vous le souhaitez pour qu'on puisse y répondre. Donc voilà, posez bien vos questions à l'écrit hein, dans la boîte questions-réponses. Donc, si je commence par celles qui n'ont pas fait l'objet de réponses écrites à ce stade, on a Odile Colnard qui nous demande sur quel type de produit vous pensez pouvoir travailler là, dans les tests en conditions contrôlées. Alors, je ne sais pas exactement à quel organisme est-ce que ça s'adresse, mais voilà, qui est-ce qui a envie de répondre un peu sur les prochains types de produits sur lesquels vous pensez pouvoir travailler en conditions contrôlées? Je peux commencer. Hein. En tout cas, en ce qui concerne le CTIFL, en conditions contrôlées, on va continuer tout type de produits de biocontrôle. L'objectif, c'est vraiment un des grands objectifs, c'est quand même de supprimer, de réduire au maximum les produits chimiques et donc via les produits de biocontrôle. Donc, on ne va pas se cantonner à que ce soit du contrôle microbien. Voilà, comme je vois que ça répond aussi un petit peu à la question suivante qu'il y avait dans le chat, où nous, on a essayé de travailler sur les huiles essentielles. Donc, il n'y avait pas que le biocontrôle microbien. Et donc, voilà, en tout cas, au CTIFL, on n'a pas de barrière
que ce soit des huiles essentielles, même des tisanes. Vraiment, c'est de balayer le plus large possible pour trouver les solutions et maximiser l'efficacité de tout type de produit de biocontrôle. D'accord, alors peut-être que j'enchaîne avec la deuxième question et qui vous permet de répondre aussi à la première. Donc, on nous dit que globalement, hein, les résultats qui ont été présentés portaient essentiellement sur l'impact de facteurs abiotiques sur des produits de biocontrôle à base de micro-organismes. Et donc, on nous demande si les méthodologies telles qu'elles ont été présentées seraient aussi applicables à d'autres types de produits de biocontrôle comme des huiles essentielles, des peptides ou des extraits végétaux. Nicolas a commencé à répondre, mais voilà, peut-être rentrer un petit peu sur le volet méthode. Est-ce qu'il y a des nuances de méthode à prévoir? Alors moi, je peux répondre pour la vigne. Donc nous, on a plutôt fait des évaluations sur des produits à base de stimulateurs de défense des plantes, hein. Là, je parlais du Kosoga. Alors certes, on a étudié les bacillus, mais qui ont un effet aussi stimulateur. On a aussi étudié d'autres produits dans le cadre d'autres essais d'Abapic, toujours à base de stimulateurs de défense des plantes. Donc, on veut creuser un petit peu ces modes d'action-là, qui sont assez complexes et où on commence à avoir des outils qui sont assez performants pour comprendre un peu mieux leur mode d'action. Mais bien entendu que de la même façon que Nicolas a fait des essais sur les huiles essentielles, on peut envisager des essais sur des produits, on va dire, plus de contact pour faire des essais de lessivage. On va aussi faire des essais sur des produits à base de biostimulants, voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est faisable aussi, en tout cas, dans nos conditions semi-contrôlées. On l'envisage et on va d'ailleurs cette année mettre en place des essais un peu de ce type. Je peux compléter ce que vient de dire Caroline. À Végenov, nous, on avait mis à chaque fois dans les essais un produit qui n'était pas un micro-organisme en référence, mais qui n'était pas un biocontrôle non plus, qui était un produit conventionnel. Donc, on a du coup du recul aussi sur l'impact des facteurs abiotiques sur un produit type conventionnel qui était efficace contre le botrytis de la tomate. Là, et les dispositifs que vous avez développés, que ce soit lessivage ou UV, on pourrait oui, je pense utiliser pour d'autres oui. de produits. Oui, ça serait la même chose, c'est juste le traitement qui serait différent, mais ça serait les mêmes outils, effectivement. Voilà, et puis pour Caroline, c'est peut-être aussi l'analyse des résultats qui est un peu différente, parce que là, ce que tu nous as montré, c'est spécifique des présentations de résultats sur l'induction des gènes de défense. Oui, tout à fait. C'était notre indicateur, on va dire, marquant, puisque c'est avec cet indicateur qu'on a fait tous nos essais. Bien entendu, il serait, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire aussi, et là-dessus où on va poursuivre, c'est de faire des comparaisons de cette induction des voies de défense avec des efficacités biologiques en parallèle. Puisque, bien sûr, là, ça n'avait pas été fait, puisque ce n'était pas prévu dans ce cadre-là, mais bien sûr que c'est à montrer en parallèle. Et alors, pendant que tu as ton micro ouvert, je te pose la question qui reste aussi non répondue pour l'instant. Donc, on nous demande si l'induction des défenses naturelles fonctionnerait mieux en conditions sèches qu'humides, ou est-ce que ce serait aussi parce que finalement le pathogène serait moins présent? Alors, c'est pas si simple à répondre. Je dirais que là, dans nos conditions d'expérimentation, effectivement, on a vu que le facteur lessivage avait son importance. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on l'a évalué sur une ou deux applications. Donc, ce serait intéressant aussi pour évaluer la systémie de ces produits de type stimulateur de défense des plantes, de les évaluer sur, on va dire, un facteur combinaison d'applications plus important. Et puis, en conditions sèches, pour le facteur hygrométrie, comme je vous disais, finalement, les hygrométries mini qu'on a eues sur nos périodes d'essai, on n'était quand même jamais au-dessous des 60%. Donc, on est quand même déjà dans des conditions qui sont
sont pas sèches, pas dites sèches. Et puis aussi, ce que je peux terminer par ça, c'est que on a vu que justement le facteur lessivage, le facteur hygrométrie, en augmentant, induisait naturellement sur nos modalités témoins induisait les voies de défense. Donc en fait, la plus-value apportée par les produits, c'est pas qu'elle est inexistante dans des conditions plus humides, c'est qu'elle est, un peu minimisée par rapport au témoin non traité qui lui induit aussi un peu plus que quand on est dans des conditions un peu plus sèches. Donc, c'est pas si simple à dire qu'effectivement, ça marche mieux les conditions secs, mais en même temps, on a moins de pathogènes. Après, ce qu'on remarque aussi sur le terrain, si on fait le parallèle, c'est qu'aujourd'hui, plus on est sur des conditions humides et des fortes pressions, plus on sait que nos biocontrôles et encore moins nos stimulateurs de défense des plantes ont des efficacités très bonnes. C'est ce qu'on remarque plein champ et finalement, plus on augmente la pression et plus on diminue aussi l'efficacité de nos produits qui sont déjà partiellement efficaces. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question, mais... On a fait avec ce qu'on avait en tête, en tout cas. Donc, on est quasiment sur la fin du webinaire. Bon, si quelqu'un veut poser une dernière question, voilà, n'hésitez pas à la mettre à l'écrit. Et puis peut-être, parce que c'est le dernier webinaire à BAPIC, qu'on arrive au bout là, de cette restitution de résultats. Déjà rappeler que l'ensemble des webinaires précédents sont disponibles en replay, donc à partir de la page de description de ces webinaires et d'inscription sur le site de l'ACTA. Et puis peut-être conclure en demandant ceux qui auraient envie de répondre, ce qu'a pu vous apporter ce projet, cette concertation méthodologique, pour peut-être voir si c'est des choses à poursuivre par la suite. Et qui a envie de se lancer sur ma dernière question? Moi, je me lance, puisque personne ne se lance. Nous, on a eu beaucoup d'intérêt à travailler avec ce partenariat qui était très riche, multifilière. Finalement, on se rend compte qu'on a quand même beaucoup de questionnements et d'intérêts communs, avec des problématiques communes, des objectifs communs, et qu'on a des méthodos qui peuvent aussi se rejoindre et se compléter. Donc, c'est vrai que c'était très enrichissant et je pense que le fait de partager nos connaissances aussi, même si on n'a pas forcément les mêmes problématiques pathogènes, enfin pathosystèmes ou autres, on voit qu'on a quand même beaucoup de similitudes par rapport à nos objectifs principaux. Donc voilà, nous, c'était très riche et si on peut continuer sur des projets de ce type-là, c'est sûr que c'était très intéressant. Voilà, donc on a une question, mais Lola est en train de répondre à l'écrit là, sur la mise à disposition des supports. Moi, ne voyant pas d'autres questions, Lola, je rends la main. Et puis j'en profite pour remercier l'ensemble des intervenants et puis Lola qui nous a réalisé de main de maître ces organisations de 6 webinaires. Je vais conclure en disant merci à tous, et merci aux intervenants de ce jour, mais également aux intervenants des autres webinaires. Merci également à vous qui avez participé, aux invités qui avaient participé à ces webinaires, qui avaient posé activement des questions, c'est toujours très agréable. Et comme l'a déjà dit Marianne, mais je vous le rappelle tout de même, si vous voulez revoir ou si vous voulez diffuser ou voir même d'autres webinaires que vous avez potentiellement peut-être loupé à BAPIC ou autre, tout ça est disponible sur le site de l'ACTA. Donc, et voilà. Donc, merci à tous. Et puis, je vais sûrement clore ce webinaire. Bon après-midi, bon week-end à tous aussi. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.